Bon, continuons comme ça. Donc, je vous parlais du travail réalisé par Pauline. Donc, ce travail, il s'est inséré dans un projet qui s'appelle, dont l'acronyme est AFORBAL, dont la question principale était celle de l'adaptation de la filière forêt-bois du PNR des Ballons des Vosges spécifiquement, dans un contexte de changements globaux. Et qui dit contexte de changements globaux, c'est des changements économiques, écologiques, sociologiques et évidemment environnementaux. Et donc ce stage partait comme point de départ d'une enquête que j'avais réalisée en 2013 auprès de propriétaires et gestionnaires privés de ce périmètre du PNR des Ballons des Vosges, sur la perception risquée du risque lié au changement climatique, et qui, à l'époque, montrait que finalement, ces gestionnaires et ces propriétaires, bien que conscients de la réalité du changement climatique, n'étaient pas en mesure de dire si ce qu'ils observaient en forêt provenait de l'impact de ce changement climatique ou pas. Et donc, il y avait une interrogation sur est-ce qu'ils changent leur pratique, est-ce qu'ils prennent vraiment en compte ce changement climatique dans leur gestion. Et puis, le dernier élément d'importance, le travail de Pauline s'est réalisé en plein cœur de ce que j'appelle la crise scolite des étés 2018 et 2019, où les forêts vosgiennes globalement, mais plus largement celles du Grand Est, ont subi des attaques massives de scolite. Donc, Marc et David ce matin en ont un petit peu parlé. Et donc, là, pour le coup, ce sont des hectares et des hectares d'épicéas qui sont impactés par les attaques de ce parasite et qui doivent être abattus pour des coupes sanitaires. Donc ça, c'est le contexte du travail. Alors, évidemment, moi, je ne vois plus rien. Donc, je manipule un peu mon écran pour essayer de ne pas vous embêter trop avec ce que... voilà. Et donc, les objectifs de la recherche qui a été menée étaient de répondre à la question de quelles sont les perceptions que les gestionnaires forestiers ont du risque lié au changement climatique. Et l'intention de notre travail, c'était de recueillir, comprendre et analyser les points de vue particuliers des gestionnaires forestiers du PNR des Ballons des Vosges sur le changement climatique et aussi sur les actions d'adaptation qui sont envisagées par ces gestionnaires globalement. Et l'intention derrière ce travail était aussi d'aller au-delà de la seule dimension écologique du phénomène environnemental pour justement rendre compte de la grande complexité des systèmes d'interprétation et d'action qui entourent le changement climatique, à l'image de ce que Alix Levin proposait dans son travail. Enfin, le dernier élément d'importance, c'était l'idée qu'on souhaitait explorer l'expérience locale des transformations climatiques et puis donner la parole aux personnes de terrain, rendre la parole aux muets, aurait dit Olivier de Sardan. Et tout ça, c'est parce que conceptuellement parlant, on se positionnait en droite ligne de l'anthropologie du changement climatique, qui postule que finalement ces changements climatiques, environnementaux, sont éminemment sociaux, et donc ils sont de fait éprouvés et vécus par des individus, des groupes, qui en plus d'être confrontés à ces événements exceptionnels, doivent aussi parfois changer leurs habitudes, leur manière de penser, de faire, et voire même leur représentation. Et donc l'idée, c'était que ce changement éprouvé et vécu, on pouvait nous en parler, et notamment en faisant un focus sur ce que Harris appelle les Small Climate Stories, des petites histoires du changement climatique, celles que les individus localement peuvent nous apporter, avec l'idée qu'il n'y a pas une histoire ou un récit unique d'un collectif sur le changement climatique, mais finalement de multitudes de petites histoires interconnectées qui sont narrées par différentes personnes depuis diverses perspectives. Et donc l'idée de la recherche, c'était vraiment rendre compte des changements de manière plus compréhensible, parce que au niveau des personnes, et donc
quelque chose qui est plus facile à partager. Et l'objectif derrière, c'était vraiment de partir des ressentis intimes et individuels du changement climatique et environnementaux pour parler de changements à plus large échelle. Donc maintenant, l'enquête que Pauline a menée, elle a donc eu lieu au cours de l'été 2019. Elle a essentiellement interrogé des personnels de l'ONF à différents échelons hiérarchiques, depuis le technicien forestier jusqu'au responsable d'unité territoriale, mais également un directeur d'agence, des membres de la direction territoriale et de la recherche de la RDI de l'ONF. Et puis quelques gestionnaires de la forêt privée. Donc au total, il y a 25 personnes qui ont été interrogées avec des entretiens en face à face et plusieurs sorties de terrain auxquelles Pauline a pu participer. Et donc les résultats que je vais vous présenter sont finalement en 2 temps. D'abord, le travail montre qu'il y a un certain nombre de spécificités du monde des gestionnaires forestiers, ce que Augustin Berg qualifie de mode de pensée forestier, qui est lui-même mis en exergue et interrogé par le changement climatique. Et donc la deuxième partie des résultats portera sur cet engagement des forestiers face au changement climatique. Donc si je parle maintenant, pour commencer, des spécificités du métier de forestier, la première et la plus centrale, je dirais, est qu'ils sont dans un... Oui, c'est bon, pardon. Ils sont dans une temporalité particulièrement spécifique, c'est-à-dire que le temps d'une forêt, la longévité, la vie d'une forêt est largement supérieure à celle d'une vie humaine, et donc la spécificité, enfin, le métier forestier nécessite d'intégrer ce temps long, celui de la forêt, et de fait d'accepter une part d'incertitude dans les décisions qu'on prend aujourd'hui, puisqu'on aura finalement des résultats des conséquences de nos décisions d'aujourd'hui qu'on verra dans 50, 60, 80, 100 ans, voire plus. En même temps que cette temporalité spécifique, il y a aussi une forme d'uniformisation des modes et des outils de gestion des écosystèmes naturels, parce qu'il y a uniformisation au niveau de l'ensemble des outils de gestion des écosystèmes naturels et pas que des forêts. Donc ça, c'est un mouvement qui est avéré et qui dépasse largement les cadres de la forêt, avec des procédures qui sont de plus en plus standardisées, des documents d'aménagement, du monitoring, du reporting, enfin ce genre de choses. Et puis tout ça prend aussi place dans le cadre, notamment à l'ONF, d'un maillage humain qui est très présent et qui permet d'avoir une forte présence sur le terrain, et en même temps d'une organisation hiérarchique qui peut paraître parfois, pour certains, un peu figée, dans lequel les orientations et les instructions sont souvent descendantes. Enfin, en tout cas, il y a des directives en interne avec des processus de validation, des allers-retours entre les échelons hiérarchiques. Ça, c'est le schéma global de l'organisation de l'ONF. On verra qu'il y a quand même des zones de flexibilité dans les décisions. Petit détail aussi, il y a une petite distinction avec les gestionnaires privés que Pauline a montré dans son travail, parce que justement, ils sont moins dans un organisme très structuré, donc ils ont une fluidité, une simplification de la gestion qui est supérieure. Et puis, ça fait aussi que ces gestionnaires privés doivent répondre à des profils diversifiés de propriétaires, donc ils sont obligés aussi de s'adapter finalement à sa diversité des profils des propriétaires. Donc la gestion en elle-même est peut-être plus diversifiée, mais ça c'est à prendre avec quelques mesures, on va dire. Donc en conclusion, finalement les profils de gestionnaires sont eux-mêmes différents, et donc les représentations de ces gestionnaires sont elles aussi différentes et sont aussi influencées par le contexte social, institutionnel, relationnel et émotionnel de ces personnes. Et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Donc si je reviens avant ça sur le mode de pensée forestier,
Sur quoi est-ce qu'ils se basent? D'abord sur un vécu commun. La majorité des gestionnaires vous parlent d'un métier de passion, du fait qu'il y a une forme d'engagement personnel intime vis-à-vis de la forêt et de cet espace de nature qu'ils doivent gérer. Et donc, cette passion, cet engagement, il s'exprime aussi par un attachement fort à la forêt dont le gestionnaire doit s'occuper. Et donc, j'ai mis cette citation qui, je trouve, est assez représentative d'une personne qui explique j'aime bien associer la foresterie à de l'art, de l'artisanat. Il y a cette idée de beauté dans la forêt, mais avec ce qui existe, faire avec ce qui existe et essayer de le tourner vers le mieux. Donc, cette intention de faire du bien et viser le mieux qui est très commune. Et en fait, ce vécu commun, cette passion, cet engagement, il est aussi produit au cours de longs moments où on est au contact de cet écosystème forestier. C'est pour ça que beaucoup des personnes interrogées parlaient du fait d'arpenter la forêt. C'est-à-dire on y retourne souvent, on y retourne et donc forcément ce retour régulier en forêt, ce suivi, encourage encore davantage cet attachement qui va se développer au fur et à mesure de ces interactions régulières et très empiriques avec la forêt. Et l'idée aussi que cet attachement, il est produit par le sentiment de donner de sa personne, puisque arpenter la forêt, y passer du temps en forêt, c'est aussi donner de son temps personnel, de son énergie, et tout ça pour rendre belle cette forêt. Donc on voit bien que cette idée-là, elle s'inscrit dans un vécu qui est partagé, on l'a dit, mais s'inscrit aussi dans une espèce de continuité, notamment de la gestion, et dans des formes de transmission d'un capital qui est un capital lié à ce mode de pensée forestier, avec un grand sentiment derrière de responsabilité et de devoir vis-à-vis de la forêt et vis-à-vis je dirais plus globalement, des personnes de la société pour laquelle on gère ces forêts. Et donc, l'importance de l'empirie, c'est aussi parce que ce mode de pensée forestier, il est basé sur cette observation fine et répétée, et que pour agir, il faut comprendre, et pour cela, il faut observer. Donc, prendre du temps pour comprendre et agir. Et donc, une des personnes enquêtées disait, c'est pour ça qu'on est bon. Si on ne met pas suffisamment ses bottes, on est moins technique, on est moins crédible, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est un entraînement. Et donc, on voit bien, encore une fois, qu'on est dans l'idée qu'il y a un investissement corporel derrière la gestion forestière, qui est une expérience éprouvée et ressentie aussi dans le corps. C'est une expérience aussi qui est basée sur une forme d'intuition. Certains gestionnaires ont insisté sur cette entrée-là, sur l'aspect de connaissance immatérielle que va apporter cette expérience répétée du terrain. Et ça implique aussi la nécessité d'agir avec mesure et prudence, et que finalement, saisir les choix du passé, enfin les choix des gestionnaires qui sont passés avant nous, est nécessaire pour pouvoir agir aujourd'hui pour demain. Et donc, on voit bien qu'il y a une part importante de la transmission, il y a aussi une part importante des archives, par exemple, en foresterie. Et cette transmission, elle est orale et elle est aussi sur le terrain par la formation des plus jeunes. Et donc, ce club des forestiers, finalement, dénote d'un engagement au monde qui est particulier, qui est construit sur cette expérience intime, vécue et façonnée à travers un rapport au temps et au monde, qui est spécifique, et sur la force de l'empirie et de l'expérience de terrain. Et donc, une forme, Pauline l'avait qualifiée de marginalité du forestier par rapport au temps social et au temps politique de la société actuelle dans laquelle on vit et de son immédiateté. Donc tout ça, c'est le cadre dans lequel finalement la perception du changement climatique de ces gestionnaires va prendre place. On va le voir maintenant.
Pour rappel, le changement climatique en forêt, c'est l'augmentation des températures et donc aussi l'augmentation des sécheresses, la modification des aires de répartition de certaines essences forestières, la prolifération de parasites et l'augmentation d'événements exceptionnels type des incendies, des tempêtes ou ce genre de choses. Et donc, l'enquête de Pauline, je vous l'ai dit, a pris place à un moment de crise, d'attaque de parasites que sont les scolites. Et dans ce cadre-là, les gestionnaires qu'elle a pu rencontrer s'accordent tous à dire, comme c'est cité ici, qu'ils sont tous en train de prendre une claque en ce moment. Donc, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? D'abord, c'est la rapidité avec laquelle ces changements arrivent, et une rapidité qui inquiète. Beaucoup d'entre eux ont déclaré que ça va trop vite, et ça rentre complètement en contradiction finalement avec le temps long qui est si important aux forêts et aux forestiers. Et puis, il y a une succession d'événements extrêmes, les sécheresses, les attaques de parasites, comme je l'ai dit, qui se superposent avec des périodes de rétablissement qui sont, elles, qui se superposent entre elles aussi. Et donc, la gestion dans le temps de tous ces événements et de périodes de rétablissement rend la gestion particulièrement complexe. Et puis, tout ça se met en place, encore une fois, dans un climat d'extrême incertitude, notamment sur l'évolution du climat et de ses forêts, avec des questions de quand est-ce que l'attaque de scolytes se terminera, à quel point est-ce qu'elle sera violente, jusqu'où est-ce qu'elle va s'étendre, est-ce qu'elle va remettre ou pas en cause la pérennité des épicéas et des sapins dans le massif vosgien, quelle forme, plus globalement, prendront les forêts vosgiennes à l'avenir. Et ces incertitudes qui, comme je vous le disais au début, même si elles sont quand même assez centrales dans c'était intégré dans la gestion forestière, je dirais, on va dire, traditionnelle, classique, ces incertitudes-là, elles se combinent entre elles et elles se combinent aussi à celles sur la capacité que les gestionnaires peuvent avoir d'agir dans ce contexte particulier. Et donc tout ça renforce d'autant plus cette climat justement de forte incertitude. Et donc la citation que je mets en dessous, c'était déjà arrivé, donc des attaques de ce type-là, mais plus on avance dans le temps, je vais déplacer un tout petit peu, plus on est dans une succession énorme d'aléas climatiques, c'est très difficile à gérer, on sent que la forêt et les essences locales ne répondent plus face à ça. Donc, les gestionnaires sont un peu démunis face à la rapidité de tout ce qui arrive. Et puis, donc, globalement, ces éléments-là remettent en question les fondements même des savoirs, des concepts et des outils des forestiers. Et notamment, les schémas avec lesquels les forestiers ont appris à appréhender la forêt et à prendre des décisions qui ne semblent plus faire face finalement de manière optimum à la vitesse du changement qu'ils observent, avec notamment des citations comme celle que je vous mets là. On est sur des choses qui vont très vite, la forêt crève vite, le climat change très vite, on doit prendre des décisions pour 80, 100 ou 100 ans sans avoir le recul, c'est aussi frustrant. Donc, on voit bien que ce pas le temps est très problématique parce que ça veut dire aussi que les gestionnaires n'ont pas le temps de suivre la forêt et son évolution. Et donc, ils ne sont plus en capacité de prendre des décisions avec la pondération qui leur semble assez centrale, en tout cas dans ceux qu'on a pu rencontrer. Et en même temps, les gestionnaires ont besoin de réponses concrètes et immédiates qui, pour l'heure, n'existent pas. Et donc, cette absence de réponse, elle déstabilise particulièrement. Et donc, il y a une grosse nécessité, finalement, derrière, tout ce climat s'accompagne par une nécessité de repenser les fondements du métier de gestionnaire. Pourtant, il est très difficile de mener cette réflexion de fond dans l'urgence de la situation de crise, en tout cas celle qui était la situation de l'été 2019, parce que les gestionnaires sont débordés, dépassés par l'ampleur du phénomène qu'ils ont à gérer. Et au final, on a un poids émotionnel très fort
pour ces gestionnaires, avec des personnes qui parlent de nuit d'insomnie, ou comme le mentionne cette citation, c'est trop dur, il y a de l'affectif, c'est usant psychologiquement, ça mobilise beaucoup d'énergie, de stress et de frustration, c'est violent, nous disait un jeune technicien. Et donc en conclusion, cette crise, elle interroge aussi la capacité même du gestionnaire à bien faire son travail, et elle remet en question l'engagement même du forestier dans son travail et vis-à-vis de la forêt qu'il gagne. Avec parfois, dans certains cas, on a pu observer des formes d'inertie, voire de sidération. En tout cas, c'était le cas à l'été 2019, au plus fort de la crise. Donc, on voit bien que ce climat est global. Pourtant, les gestionnaires ont aussi fait état de propositions d'adaptation qui émanent en particulier d'acteurs forestiers institutionnels, très souvent. Notamment, il a été fait mention du mélange d'essences ou de la sylviculture dynamique, c'est-à-dire qu'on va hétérogénéiser la structure des forêts, réduire le nombre de tiges d'arbres à l'hectare pour gérer la compétition pour l'eau, réduire le temps de rotation, c'est-à-dire qu'on va couper plus tôt et ce genre de choses. Et tout ça, c'est des propositions d'adaptation technique qui permettraient de minimiser les risques des peuplements vis-à-vis du changement climatique. Une autre proposition est celle de sortir du cadre de la planification habituelle, notamment en repensant les plans d'aménagement et en proposant quelque chose qui soit plus flexible et qui permette d'avoir davantage de réactivité en se calant par exemple sur une temporalité plus courte, puisque les plans d'aménagement en général sont de 15 à 20 ans. Et là, l'idée, ce serait de monitorer les forêts tous les 5 ans pour ensuite de prendre des décisions plus réactives. Mais ces outils techniques et ces recommandations d'itinéraire sylvicole sont assez fréquemment jugées comme insatisfaisantes et plusieurs gestionnaires nous ont fait état d'inquiétudes sur est-ce que ça ne risque pas de rendre l'exploitation plus facile et est-ce qu'on ne va pas vers un interventionnisme en forêt qui soit supérieur, qui soit plus fort que ce qu'il était jusque-là, notamment dans une région où la tradition de la gestion est plutôt celle d'une gestion proche de la nature. Et puis, il y a aussi des projets qui visent à l'anticipation, et notamment menés par l'ONF, avec 2 projets en particulier qui nous ont été rapportés par les gestionnaires qu'on a rencontrés. Celui du projet Giono, qui vise à implanter des hêtres qui sont issus de la Sainte-Baume, donc de Provence, en forêt de Verdun, pour favoriser les mutations génétiques. Et puis un projet qui est un projet d'îlot d'avenir, où là l'idée est d'implanter de nouvelles essences venues d'ailleurs, qui ont été sélectionnées pour leur capacité de résistance au climat plus chaud. Et donc tout ça, c'est ce qu'on propose finalement aux gestionnaires aujourd'hui. Pourtant, ces propositions, elles sont accueillies avec, on va dire, plutôt des formes de crispation, et elles ne font pas l'unanimité en tout cas. D'abord parce qu'elles ne semblent pas apporter des réponses très satisfaisantes à la situation qui était observée. Beaucoup pensent que la problématique dépasse... pardon, je vais y arriver. Voilà, la problématique dépasse la seule entrée par les expérimentations, la problématique du changement climatique. Donc, ces expérimentations ne sont qu'un aspect de cette question-là. Ensuite, les projets sont jugés comme provenant de la hiérarchie et imposés aux gestionnaires. Et les gestionnaires ont un peu de mal à accepter cette impression-là. Là encore, on vous restitue ce qu'ont pu nous rapporter les gestionnaires à ce moment-là. Et puis, beaucoup des gestionnaires rencontrés ont exprimé aussi que des formes de méfiance et scepticisme vis-à-vis de l'idée de jouer aux apprentis sorciers que ces expérimentations mettaient, pour certains, en avant en tout cas.
Il remarque aussi que ça va trop vite, qu'on a besoin de temps pour se prononcer, alors que ces expérimentations, elles sont menées encore une fois dans l'urgence à leurs yeux. Et donc, ça dénote d'un manque de mesures, de précautions dans les solutions qu'on peut proposer, et donc d'un changement de cap qui serait peut-être trop brutal par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Plus largement, il y a une critique vis-à-vis des plantations en monoculture, parce que pour beaucoup de gestionnaires, la plantation, c'est d'avant tout l'échec du forestier, et que, comme je l'ai dit plus haut, il y a une préférence régionale pour des formes de gestion proches de la nature avec de la régénération naturelle. Et donc, en conclusion de toutes ces formes de crispation, ces propositions, globalement, elles heurtent l'engagement au monde du gestionnaire sur ce territoire-là. Et notamment, ça interroge sur une trop forte forme d'intervention de l'homme sur la nature. Donc ça, c'était à la fois... donc on voit bien que les gestionnaires, ils sont pris entre deux feux, c'est-à-dire d'un côté, ils savent qu'il faut réagir, ils ont besoin d'outils techniques, et les outils techniques ou les propositions qu'on leur fait par ailleurs, elles se heurtent à des formes de... Je l'ai mis dans le titre de conservatisme à prendre avec des guillemets, qui font que c'est pas si évident que ça. Donc l'engagement au monde, on l'a vu, est chamboulé. D'abord parce que finalement, cet engagement et cette vision du monde des gestionnaires, on a commencé à le voir, dépend grandement aussi du contexte social, relationnel et institutionnel dans lequel ces personnes sont prises, et des éléments qui influencent forcément cet engagement au monde et participent de la manière dont les gestionnaires se sentent concernés par le changement climatique, d'où une référence à la notion de concernement telle que Château-Renaud et de base la mettent en avant. Ainsi, l'enquête de Pauline révèle la difficulté à saisir le changement climatique hors du réseau complexe de relations sociales et matérielles des personnes qui s'y confrontent. Et finalement, pour appréhender le changement climatique, il faut donc l'envisager dans sa totalité, en démêlant aussi les problématiques humaines, sociales dans lesquelles il s'insère et qui souvent le dépassent. Et donc, quel est ce contexte qui finalement agit aussi sur la manière dont les gestionnaires perçoivent le changement climatique? C'est celui d'une refonte du métier et d'une forme d'instabilité professionnelle. Et là, pour le coup, c'est particulièrement vrai pour la structure ONF. D'abord, beaucoup nous ont rapporté une technologisation du métier avec l'adoption des outils informatiques qui amène à avoir moins de temps sur le terrain. Ensuite, il y a un contexte global de restructuration assez régulière de l'Office national des forêts, qui est accentué ces dernières années par une remise en question des missions même de l'Office, notamment, mais pas seulement par les communes forestières, qui s'interrogent beaucoup sur la manière dont se situe l'Office national des forêts dans le monde de la gestion forestière. Et puis, se met aussi en place ces dernières années une critique montante de la société civile qui remet en question les orientations de gestion mises en place par l'Office, avec le sentiment pour les agents de l'ONF d'être seuls envers la couleur verte et contre tous, puisque les tenues des agents ONF, c'est le vert. Sans parler d'une crise financière récurrente qui incite à la réorganisation des équipes à l'ONF et la baisse des effectifs, des gels de recrutement et des choses comme ça, donc des tensions plus sociales, on va dire. Et puis, avec cette crise du scolite, une chute du cours du bois qui impacte aussi les rentrées financières de l'organisme. Donc, un climat global qui fragilise vraiment le tissu humain de l'ONF et qui finalement affecte la capacité de résilience sociale de l'Office, qui ne sont pas non plus propices à faciliter une perception plus positive du futur, avec des personnes qui nous disaient, par exemple, il faut donner aux gens les moyens de faire leur boulot, surtout dans les moments charnières, les grands changements. En face, il faudrait de la stabilité pour les gestionnaires en plein chaos. Or, en ce moment, tout est remis en question.
Et donc, l'idée qui émerge ici, c'est que la stabilité du réseau humain, elle est essentielle pour pouvoir agir aussi contre le changement climatique, pour avoir le sentiment de pouvoir faire ou d'être capable d'affronter cette situation, avec l'idée plus globalement que la résilience écologique, elle nécessite une résilience sociale, c'est-à-dire un maillage humain qui soit lui aussi résilient. Et donc ce climat ambiant général, il rend la perception et la compréhension du changement climatique encore plus douloureux. Et là aussi, je cite une des personnes rencontrées. Donc en conclusion, le climat général, il rend tout ça plus douloureux. C'est ce que je viens de dire, excusez-moi. Donc voilà, pour la conclusion, je voulais quand même, parce que cette présentation, elle peut donner l'idée que les agents sont dépassés, et je voulais un petit peu revenir là-dessus, en montrant que pour autant, les agents et les gestionnaires sont sur le terrain, ils font front face à cette crise, et notamment au changement à venir, et ils sont pas complètement démunis, mais en tout cas, ils sont dans l'attente de propositions et de soutien et d'orientation plus claires, avec quelqu'un qui quand même nous disait il faut rester positif. Je crois, il faut vraiment se bouger. Donc voilà, j'en ai terminé sur cette présentation. Je vous remercie.